Tous les ans, la France enferme plus de 40 000 personnes dans des centres de rétention et parfois pendant plusieurs mois. Et des actes de torture et des tentatives de suicide y sont reportés. L'année dernière, on a comptabilisé 3 décès. Et pourtant, la majorité des Français pensent qu'on devrait avoir une politique de l'immigration beaucoup plus ferme. Il faudrait davantage contrôler les étrangers, les enfermer, puis les expulser. Et pour justifier ces positions violentes, les anti-immigrations de droite comme de gauche n'hésitent pas à citer Karl Marx qui aurait dit que les immigrés sont l'armée de réserve du capital. T'es marxiste ? Moi, je suis marxiste, ouais. T'es contre l'immigration ? Je suis marxiste. Ah non, moi, pas du tout. L'armée de réserve du capital ? Libre circulation des capitaux, des marchandises, des hommes au passage, histoire d'avoir l'armée de réserve du capital. C'est la célèbre formule de Karl Marx sur l'armée de réserve, l'immigration comme armée de réserve du capital. Mais est-ce que Karl Marx a vraiment dit que les immigrés étaient l'armée de réserve du capital ? Eh bien non, c'est une citation inventée. Marx n'a jamais dit cette phrase et en plus dans le Capital, on ne retrouve qu'une seule fois où Marx parle de l'immigration. Et quand Karl Marx parle de l'armée de réserve du capital, il ne pense pas aux immigrés, il pense à la population qui est inemployée dans le système capitaliste. Et en fait, il y a 3 types d'armées de réserve pour Karl Marx. La première, ce sont les chômeurs, c'est l'armée de réserve flottante du capital. La deuxième, ce sont les travailleurs précaires, ceux qui sont employés irrégulièrement. Et c'est en fait l'armée de réserve stagnante du capital. Et la troisième, ce sont les paysans pauvres, ceux qui peuvent décider d'abandonner les fermes pour aller travailler dans les usines. Eux, ils sont appelés l'armée de réserve latente du capital. Et les immigrés peuvent faire partie de ces 3 catégories, mais pas forcément. Par exemple, s'ils sont salariés, ils font partie de l'armée active du capital. En fait, l'armée de réserve, c'est une métaphore. Elle permet de qualifier ceux qui peuvent remplacer l'armée active, si besoin. Parce que ça devient des travailleurs disponibles et des travailleurs disponibles qui vont être là pour mettre la pression sur les travailleurs qui travaillent. Merde, Frio, il va nous engueuler. Non, c'est les travailleurs qui ont un emploi. Parce que tous les travailleurs travaillent, même les chômeurs, ils travaillent. D'accord ? Excuse-moi Bernard, excuse-moi. Les travailleurs se voient contraints d'accepter des emplois mal payés avec la peur d'être au chômage, surtout si ce chômage est fort. Ou alors la peur d'être licenciés ou d'être grévistes avec l'idée qu'ils peuvent rapidement être remplacés. Mais cette fausse citation de Karl Marx, selon laquelle l'immigration est l'armée de réserve du capital, elle sort pas de nulle part. Parce que effectivement, les immigrés sont plus souvent employés de manière plus précaire que les locaux. Et Karl Marx écrivait: l'ouvrier commun anglais est, du verbe haïr, l'Irlandais qui lui fait concurrence en comprimant les salaires et le niveau de vie. Et dans les faits, c'est vrai que l'immigration peut être utilisée pour mettre la pression sur les salaires dans les régimes capitalistes. Par exemple, en Angleterre, de 1970 à 2008, il y a eu effectivement une corrélation importante entre l'augmentation de l'immigration et l'augmentation du taux d'exploitation. Le taux d'exploitation, c'est en gros la part du produit de travail que les capitalistes gardent pour eux sans les redistribuer aux travailleurs. Samir Amin, qui est un penseur marxiste majeur dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, expliquait aussi que les travailleurs non blancs pouvaient constituer une réserve coloniale intérieure dans les pays du Nord car ils acceptaient des conditions de travail beaucoup plus précaires. Il disait, à productivité égale, le prolétariat du centre reçoit en moyenne une rémunération supérieure à celle des travailleurs de la périphérie. Grosso modo, quand il dit centre, c'est les travailleurs du Nord et périphérie, ce sont les travailleurs du Sud. Mais pour combattre la loi de la baisse tendancielle du taux de profit au centre, le capital importe de la main-d'œuvre de la périphérie, qu'il paye moins, auquel il réserve les tâches les plus ingrates, qu'il utilise pour peser sur le marché du travail métropolitain. À la fin des années 60, alors que le chômage était de l'ordre de 1 ou 2%, les ouvriers pouvaient faire pression sur les patrons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la Fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Les bourgeois avaient alors besoin d'une main-d'œuvre immigrée pour la mettre en concurrence avec les travailleurs locaux. C'est pourquoi, en 1969, Bouygues se déclare en faveur du regroupement familial et trouve avec lui le président de la République. Ça n'est pas une main-d'œuvre stable,
et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former, et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. Aujourd'hui, le patronat a changé de discours parce que le chômage et la pression sont assez fortes sur les travailleurs. Et c'est pour ça qu'on voit des grands patrons comme Bolloré, qui est à la tête de plusieurs médias, promouvoir H24 à la télé des discours hostiles à l'immigration et ouvertement racistes. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total. Excuse-moi mon chéri, c'est que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Okay. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré, non, mais je t'explique. un procès. Mais c'est pas quel est le rapport avec... Mais alors, pourquoi Samir Amin, mais aussi Karl Marx, dans les milliers de pages qu'ils ont écrits, ne se sont jamais opposés à l'immigration? Pourquoi ils ne se sont jamais opposés à l'immigration? Parce que le problème, il ne réside pas vraiment là. En fait, dans la théorie marxiste, on considère que le capitalisme fera toujours en sorte de produire une armée de réserve du capital. Et donc d'avoir toujours des travailleurs disponibles pour pouvoir mettre la pression sur les salaires et pour pouvoir mettre les travailleurs en compétition les uns avec les autres. Karl Marx écrivait « Quand le capital variable descend à une moyenne d'accroissement inférieure, la même offre de travail qui était jusque-là normale devient désormais anormale, surabondante. De sorte qu'une fraction plus ou moins considérable de la classe salariée est maintenant devenue superflue, surnuméraire. Comme ce jeu continue à se répéter avec la marche ascendante de l'accumulation, celle-ci traîne à sa suite une surpopulation croissante. Bon, je ne suis pas sûr de bien imiter Karl Marx, mais j'ai essayé de rendre ça un peu audible. Alors c'est un peu compliqué là ce qu'on vient de dire, mais on va essayer de l'expliquer. En fait, le capitalisme génère mécaniquement une surpopulation de travailleurs parce que, en fait, il fait en sorte d'employer de moins en moins de travailleurs en automatisant de plus en plus les tâches. Donc, en gros, le but du capitalisme, c'est d'avoir le moins en moins de travailleurs pour effectuer le même nombre de tâches. Mais pour Karl Marx, le problème, c'est pas cette surpopulation en soi. Le vrai problème, c'est que c'est uniquement à cause du capitalisme qui est un système d'exploitation maximale. Et au contraire, dans le socialisme, tout le monde est employé. Il n'y a pas ou alors très peu de chômage et donc il n'y a plus de concurrence entre les travailleurs. Parce que plus il y a de travailleurs, plus on produit. Et donc c'est une bonne chose d'un point de vue purement économique. Et je vais citer Paduring qui pour une fois a très bien résumé ça. Non, je rigole pas pour une fois. Allez, je rigole. Je vais citer Paduring qui a très bien résumé ça. Là, je dois faire la voix de Paduring. Oui, le capitalisme distribue... Non, j'arrête. Le capitalisme distribue... Mais tu vas pas mettre l'extrait? C'est moi? Je lis Paduring. Je cite Samir Amin, Karl Marx et Paduring. Alors vraiment. Le capitalisme distribue les travailleurs en fonction du travail. Le socialisme distribue le travail en fonction des travailleurs. Et il prend un exemple simple, un déménagement. Dans le capitalisme, on va essayer de faire participer le moins de personnes possible pour payer le moins possible. Alors que dans le socialisme, c'est l'inverse. On va faire travailler un maximum de personnes pour aider à déménager et répartir autant que possible le travail. Donc, si l'immigration a un effet négatif sur le salaire des travailleurs locaux, c'est seulement d'un point de vue capitalistique et non d'un point de vue anticapitaliste. Donc, utiliser le concept marxiste de l'armée de réserve du capital pour critiquer l'immigration est un non-sens. En fait, l'immigration, c'est juste un outil en plus dans les mains des capitalistes, comme le chômage ou alors l'automatisation, pour mettre la pression sur les travailleurs actifs. Oui, parce qu'à chaque fois, j'ai la voix de Friot dans ma tête. Et c'est pour ça que l'immigration était un outil privilégié par les grands patrons dans les années 60, mais que ça ne l'est plus maintenant. En réalité, dans la décennie actuelle, l'outil privilégié par les capitalistes pour mettre en concurrence les travailleurs et mettre la pression sur eux, c'est pas vraiment l'immigration, c'est plutôt l'automatisation et la délocalisation. Et les deux sont liés, parce que les anciennes colonies et les semi-colonies,
qui étaient forcées de rester paysannes durant la colonisation, peuvent maintenant être industrialisées depuis la décolonisation. Et ça, on en a parlé dans la précédente vidéo où on expliquait comment l'Occident est devenu riche. Et dans une réactualisation récente du marxisme, les robots sont même considérés comme une 4e armée de réserve du capital. Mais évidemment, tout comme Karl Marx ne s'est jamais opposé à l'immigration, il ne s'est jamais opposé à l'automatisation du travail. Pour combattre le capitalisme, il ne faut pas combattre les immigrés, ni même les robots, ni même les chômeurs, ni même les travailleurs, mais il faut combattre les capitalistes qui exploitent les travailleurs et les divisent. C'est pourquoi tous les socialistes, comme Jaurès ou Gued, qui ont montré comment les patrons utilisaient les travailleurs étrangers, n'ont jamais proposé comme solution l'arrêt de l'immigration, mais plutôt le salaire minimum ou alors le droit au travail pour tous. En fait, critiquer les armées de réserve du capital, c'est une stratégie pour défendre le capitalisme tout en donnant l'impression de le combattre avec un concept marxiste. Et c'est une stratégie courante chez les réactionnaires. Car comme le disait Georg Lukács, si la défense libérale du capitalisme est une défense directe, en période de crise, il y a une nécessité historique d'une défense indirecte du système capitaliste. Et dans la situation actuelle, le capitalisme est indéfendable directement avec un discours totalement libéral. Et les capitalistes ont en fait besoin de penseurs réactionnaires qui défendent le capitalisme en donnant l'impression de le combattre, notamment en détournant les arguments anticapitalistes. Mais les marxistes et les anticapitalistes ne doivent pas lutter contre les immigrés, contre les chômeurs, contre les précaires, etc. Mais plutôt ils doivent créer une conscience de classe commune entre tous les prolétaires et les unir. Et c'est là qu'intervient un autre argumentaire de la part de nos réactionnaires pseudo-marxistes. Ils nous disent que c'est plus facile de réunir tous les prolétaires s'il y a une homogénéité culturelle, religieuse, raciale dans un pays. Et par exemple, ils vont nous expliquer que dans une usine, s'il y a d'un côté des prolétaires blancs et chrétiens et de l'autre côté des prolétaires arabes et musulmans, eh ben, ce sera beaucoup plus difficile de les unir. Et dans leur tête, c'est pour ça qu'il faudrait d'abord arrêter l'immigration et ou forcer les immigrés à s'assimiler pour pouvoir ensuite être très efficaces dans la lutte des classes. Ce n'est pas du tout matérialiste et Marx n'a jamais dit ça, mais on va quand même tenter de répondre sérieusement à cette question. Et on va se demander si vraiment dans l'histoire, il a fallu que le peuple soit homogène pour mener des révolutions contre la bourgeoisie. On va essayer de prendre quelques exemples. On va commencer par exemple par le Japon qui est souvent présenté comme un peuple homogène. Bon, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, homogénéité d'un peuple et tout, mais on va faire tout comme. Et donc, est-ce que les Japonais, qui sont un peuple homogènes, sont plus unis pour lutter face aux bourgeois? Eh bien, dans la réalité, pas vraiment. Le Japon est un pays plutôt de droite, assez conservateur et très inégalitaire. Mais en fait, en réalité, ce n'est même pas un peuple particulièrement uni parce que le pouvoir y a créé artificiellement un sous-groupe différent. Ce sont les Burakumin. C'est une caste de parias historiquement très défavorisée et qui est pourtant d'origine japonaise. On peut prendre un autre exemple, celui de l'Allemagne, qui est historiquement représenté comme un peuple homogène racialement et ethniquement. Eh bien, historiquement, ce n'est pas un pays dont la classe prolétaire s'est beaucoup unie pour lutter contre sa bourgeoisie. Au contraire. Et les Allemands ont aussi produit des étrangers de l'intérieur avec les Juifs ou les Roms qui étaient pourtant présents en Europe depuis 1000 ans. Et le phénomène de produire des étrangers ou des groupes différents à partir des populations locales a eu lieu aussi en France avec la quasi-caste des Cagots, qui sont pourtant bien d'origine française et qui ont subi de fortes discriminations du XIIIe au XIXe siècle. En fait, il y a quelque chose de très important à comprendre, surtout dans notre théorie, c'est que le concept d'étranger, de race ou de groupe différent, c'est pas une donnée objective, en fait. C'est vraiment une construction politique. Et c'est une construction politique qui peut se faire à partir de populations locales. Et c'est une manière de diviser les travailleurs pour continuer à les dominer. Prenons maintenant des contre-exemples. Prenons la Russie de 1917 qui se révolte contre le capitalisme et qui met en place un régime communiste. Et bien cette Russie-là, elle n'est pas perçue comme ethniquement homogène à cette époque. Du point de vue des Européens, elle n'était pas perçue comme vraiment blanche, elle n'était pas perçue comme vraiment européenne, mais plutôt comme asiatique, judéo-bolchevique, et même il y avait toute une discussion autour de la présence des musulmans là-bas.
Et aujourd'hui, les pays du Sud les plus anticapitalistes ne sont pas les pays les plus homogènes. On peut prendre l'exemple de Cuba, qui est un bastion communiste aujourd'hui et qui n'est pas un pays qu'on pourrait qualifier de racialement homogène. On peut citer aussi l'exemple de la région du Kerala, qui se situe dans le sud de l'Inde et dans laquelle les communistes sont au pouvoir depuis 50 ans. C'est la région la plus riche et la plus éduquée et il n'y a pas du tout d'homogénéité religieuse, bien au contraire. Il y a de fortes communautés chrétiennes, musulmanes, hindoues et athées. Un fait très intéressant en Inde, c'est que malgré toutes les limites et toute la violence parfois de la démocratie indienne, les classes populaires, qu'elles arrivent du groupe religieux majoritaire, qui est hindou en Inde et non pas chrétien ou sans religion comme en Europe, ou qu'elles viennent du groupe musulman, qui représente quand même 15% de l'électorat en Inde, eh bien les classes populaires issues de ces deux groupes votent plutôt pour les mêmes partis, soit le parti du Congrès, plutôt de centre-gauche, ou plus encore pour les partis plus à gauche, qui défendent les plus basses groupes sociaux dans le contexte indien, les partis socialistes indiens, partis communistes dans certains États indiens, au Bengale occidental, au Kerala. Mais attention, on ne va pas tomber en fait dans le contre-discours pour dire que en fait la diversité c'est extraordinaire et qu'il faut absolument une hétérogénéité pour faire la révolution. En fait, on pourrait trouver des exemples et des contre-exemples. Le problème, c'est aussi que le concept d'homogénéité raciale, ethnique ou que sais-je, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des constructions politiques et non pas des réalités objectives. Prenons l'exemple de la Chine, qui est perçue comme homogène de point de vue ethnique en Occident, alors qu'elle-même se perçoit comme extrêmement diverse, que ce soit du point de vue religieux, ethnique ou linguistique. Prenons aussi l'exemple de l'Afrique subsaharienne, qui est perçue comme un bloc homogène du point de vue occidental, alors que c'est la partie du monde qui regorge le plus de diversité si on prend le critère des anthropologues. Donc en gros, c'est assez malhonnête de donner une explication sur la non-hégémonéité des populations pour expliquer le caractère révolutionnaire ou non révolutionnaire. Parce que déjà, comme on a dit, homogénéité ethnique ou raciale, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, il y a un argument qui est, lui, plus directement raciste et méprisant. C'est celui de dire que les orientaux, les musulmans, les noirs, les arabes, les asiatiques seraient en fait naturellement plus soumis et plus dociles, donc moins rebelles que les blancs. Il faut toujours se rappeler que ces populations-là, qu'elles soient coraniques extrêmes, coraniques mijorées, coraniques assouplies, c'est toujours la Torah de soumission, puisque l'islam n'est qu'un judaïsme simplifié. Je veux dire que nous sommes dans le continent de la radicalité subversive. Quand on vous dit quartier, c'est un mot linguistique de cachement et de voilement pour pas dire que c'est les banlieues de l'armée de réserve. On dit les quartiers. Et quand on dit les quartiers, ça veut dire qu'il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de Beaujolais, il n'y a plus de saucisson, il n'y a plus de rillettes, il n'y a plus d'insurrection sociale, il n'y a plus de réflexion. Et la révolution, ce serait un truc de Français ou d'Occidentaux qui seraient naturellement plus amoureux et plus enclins à la liberté individuelle. Et ça, bien sûr, c'est faux. Déjà, on a cette impression-là parce qu'en France, on enseigne davantage la Révolution française que la Révolution haïtienne, chinoise ou algérienne. Et en France, il y a eu des grands mouvements de l'immigration dans le passé. On se rappelle de la marche pour l'égalité, mais ils ont été dépolitisés et dénaturalisés dans des mouvements comme SOS Racisme. Ils ont été récupérés par la gauche et cette récupération a dégoûté et démotivé énormément d'indigènes. Et dans les années 80, il y a eu aussi beaucoup plus de mobilisation qui prenait en compte les revendications des travailleurs immigrés. Nous avons dit à la direction, vous devez donner aux camarades un lieu de prière et l'aménager pour qu'ils puissent, comme tout le monde, pratiquer leur religion. Ouais! Et sur cette question-là, nous tiendrons jusqu'au bout. Il faudra bien que la direction, elle vous donne un lieu de prière comme dans les autres entreprises. Ouais! Nangondire. Qui node nangondire. Allahu Akbar. Bien sûr, on aurait du mal à imaginer ça maintenant. Alors, effectivement, aujourd'hui, on pourrait avancer, mais c'est encore à vérifier, mais on pourrait légitimement avancer que les non-blancs en France votent moins, se syndiquent moins et manifestent moins. Mais c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui est politique et c'est en particulier à cause de la répression. On sait par exemple que c'est beaucoup plus dangereux pour nous d'aller manifester que pour d'autres.
Et on se rappelle de l'exemple de Malek Oussekine qui a été assassiné lors d'une contestation étudiante en 1986. Bonsoir. Tout ce qui s'est passé depuis hier, depuis l'intervention télévisée du ministre René Monory ouvrant un droit de réplique ce soir, vous l'avez vu, ressemble à une accélération dramatique de la tension entre les étudiants et le gouvernement. Voici les faits. C'était cette nuit dans le quartier latin, un jeune homme de 22 ans est violemment frappé par des policiers, membres de la brigade mobile. Il décède d'un arrêt cardiaque. Il a bien été matraqué rue Monsieur-le-Prince alors qu'il tentait de se réfugier dans un immeuble poursuivi par les forces de l'ordre. Jusqu'à Zineb Redouane, qui a été la seule personne morte lors de manifs de Gilets jaunes. Et en plus, elle manifestait même pas avec les Gilets jaunes. C'était une femme voilée qui a eu le malheur de se mettre à sa fenêtre et qui a reçu un tir de grenade lacrymogène. À 19h04 et 57 secondes, il tire un coup de feu. L'analyse, image par image, permet d'identifier la trajectoire de sa grenade. Celle-ci est tirée en direction de l'appartement de Zineb Redouane. Le lendemain, Zineb Redouane décède à l'hôpital marseillais de la Conception. Et même nos organisations sont plus fragiles et beaucoup plus visées. On se rappelle du CCIF, qui était la plus grande association de lutte contre l'islamophobie et qui a été dissoute malgré un discours plutôt intégrationniste et républicain. Et donc la dépolitisation des non-blancs, ce n'est pas quelque chose de naturel, de culturel ou de religieux. C'est plutôt le résultat d'une répression politique ciblée. Et le problème pour ces organisations antiracistes, c'est qu'elle a face à elle tout un champ politique qui est plutôt hostile à son organisation de manière autonome. Et même au sein de la gauche elle-même a mis des bâtons dans les roues dans l'auto-organisation des indigènes en tant qu'organisation politique. Et enfin, cette politisation des non-blancs est souvent cachée. On peut prendre l'exemple des émeutes de 2005 qui étaient systématiquement représentées comme des émeutes sans revendication par les médias, alors que c'était bien évidemment faux. Mais récemment, on a vu un regain de politisation chez les indigènes. On l'a vu notamment avec les manifestations du comité Adama qui ont attiré des centaines de milliers de personnes. Mais on l'a vu aussi avec un plus grand vote des quartiers, mais aussi des territoires outre-mer pour Mélenchon, suite à ses positions claires sur l'antiracisme. Et en fait, c'est la preuve que la dépolitisation des indigènes en France était surtout due à un manque d'offres politiques à leur égard. C'est en train de changer, mais bien sûr, il y a encore énormément de chemin à faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire à notre humble échelle avec le travail de Parole d'honneur, c'est d'organiser autant que faire se peut les indigènes et d'essayer petit à petit d'organiser cette force indigène en une force politique autonome. Et si vous voulez participer à ça à votre humble niveau, n'hésitez pas déjà à parler de nous à vos amis, à vos proches, à partager cette vidéo. Et si vous pouvez, à nous faire des dons, que ce soit sur Tipeee ou sur PayPal, c'est ce qui nous permet de faire ce travail. Voilà, merci à tous, merci à Pas du Ring et à Position Revue qui nous ont aidés pour ce texte. Merci à toi Rackham le Rouge d'être un bon rasselard de gauche, ça me permet de me former, de mieux te castagner. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était trop violent le castagner ?